Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Que ce soit à notre échelle, celle du microscope ou de l'univers, vivons-nous dans un monde chaotique ? Est-ce que l'équilibre ou l'harmonie peuvent vraiment exister sans chaos ? Et comment notre imaginaire peut se nourrir du désordre et même de l'harmonie en elle-même ? Nous avons aujourd'hui voulu explorer ces liens entre l'harmonie et le chaos au Labo des Savoirs pour cette émission enregistrée en public pendant l'édition 2024 du Festival international de science-fiction, Les Utopiales. La thématique 2024, j'espère que vous avez suivi, est donc l'harmonie, dont des définitions peuvent être nombreuses. Est-ce que, par exemple, l'harmonie, c'est un ordre émergent qui se crée naturellement au milieu du désordre ? Est-ce que c'est un accord avec l'équilibre, comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent parfaitement ? Est-ce que le chaos, ce serait du coup l'absence d'ordre et l'imprévisibilité, un désordre total où rien ne semble suivre de règles ? Et finalement, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu dépendant du chaos pour créer ? Est-ce vraiment nécessaire ou peut-on vivre tout simplement dans un équilibre ? Ces différentes approches du chaos et de l'harmonie, nous allons les explorer avec nos 3 invités. Je vais commencer par Élodie Serrano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière et novelliste, passionnée par les littératures de l'imaginaire depuis l'enfance. Et après des études vétérinaires, vous avez repris l'écriture en main et avez publié une 20aine de nouvelles, 4 romans et des novellas, dont Les étoiles ne fileront plus aux éditions Goater. À vos côtés, Pierre Kerner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Cité, l'Institut Jacques Monod, à Paris, et vulgarisateur de longue date, que ce soit en blog, en podcast, à la radio, en vidéo, avec des livres, Moi Parasite, avec des BD, L'Odyssée évolutive, et également très actif dans la communauté des vulgarisateurs et des vulgarisatrices, dont le Café des Sciences. Ouais. Merci. Et pour terminer, Quentin Breton, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Paris, vidéaste sur la chaîne YouTube éponyme Alt 236, réalisateur, musicien avec votre comparse Al 9000 et également auteur de Liminal, les nouveaux espaces de l'angoisse aux éditions Aubéquet. Et 2 autres définitions de l'harmonie et du chaos qu'on pourra explorer pendant cette émission seront avec des chroniques de nos bénévoles, Sacha et Lila, que vous retrouverez un petit peu plus tard dans cette émission. La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs. Alors, on a commencé à explorer un petit peu toutes les formes possibles du chaos et de l'harmonie. Et je vais me tourner immédiatement vers Pierre Kerner. Donc, dans votre métier, en tant que maître de conférence, notamment en génétique, on pourrait penser que c'est quelque chose de très à l'équilibre, quelque chose qu'il ne faudrait pas vouloir perturber. Et pourtant, on a besoin d'une part de chaos et de désordre pour pouvoir évoluer. Oui, alors pour pouvoir comprendre ces notions-là, il faut qu'on fasse un petit rappel de ce que c'est que l'évolution. Alors moi, généralement, je le résume, c'est assez audacieux de ma part, en 3 mots. L'évolution, c'est un mécanisme qui passe autour de la variation, la transmission et la sélection. La variation, c'est là la forme un peu de hasard qu'il y a. En fait, aucun organisme vivant en se reproduisant ne se reproduit à l'identique pur. Il y a toujours des petites instabilités. Ce hasard-là, ce chaos-là, il est intrinsèque au vivant, aux règles de l'univers. Et quand un organisme se reproduit, il y a toujours des variations. Ces variations, certaines d'entre elles, elles peuvent passer de génération à une autre et donc être transmises d'une génération à l'autre. Et ça, si on avait juste ces 2 mots-là, en fait, on n'aurait que du variable qui s'étend, sans limite. Or, les organismes vivants, il y a des limites très très simples qu'on peut calculer même assez facilement. Vous prenez une bactérie. Une bactérie, si elle se divise, c'est au bout de 30 minutes, par exemple, pour celles qui sont dans notre tube digestif.
il faudrait 2 jours et demi pour que ça représente la masse de la planète. Donc ça ne marche pas, hein, on est d'accord, on n'a pas une Terre entière remplie de bactéries, ce qui fait que nécessairement, il y a des pressions, il y a un tamis, un filtre, qu'on appelle la sélection, et notamment la sélection naturelle, qui fait que certains individus portant des variations délétères vont être éliminés, d'autres, des variations avantageuses, vont proliférer et transmettre leur patrimoine génétique à la génération d'après. Ça, ces 3 mots-là, ça fait l'évolution. Très bien, on commence à comprendre. Et on pourrait se demander quel est le lien avec le chaos. Il y a 2 paradoxes que fait l'évolution. Le premier, c'est que cette évolution, au temps court, elle explique pourquoi les individus se ressemblent entre eux. Pourquoi on a des individus d'une même espèce qui sont à peu près semblables? Parce qu'on est à peu près tous concernés par les mêmes pressions sélectives à un moment donné. Donc c'est pour ça que dans les populations de chats, les chats se ressemblent à peu près entre eux, parce qu'ils sont issus d'une évolution dans laquelle, localement, à un milieu donné, les pressions font que seuls les survivants possédant des variations similaires vont être sélectionnés. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Et là, on va à contrario du chaos. On a moins de variations. À l'opposé, sur des temps géologiques, les conditions environnementales vont changer, les niches écologiques vont changer. Et ça fait qu'au bout de centaines de milliers d'années, des millions d'années, on aboutit au contraire à une diversification. Et ce qu'on pourrait envisager comme une sorte de contre-chaos, mais qui génère de la diversité. Donc, c'est ça que nous enseigne au final l'évolution par rapport à la notion de chaos. Vous avez parlé de la transmission du patrimoine génétique par le brassage des gènes lors de la reproduction. C'est une des méthodes qui existent pour justement apporter un peu de chaos, pour pouvoir aussi pérenniser les espèces et qu'elles puissent continuer à survivre. Ouais, l'idée c'est, on pourrait se demander, est-ce que le chaos là, c'est moteur de l'évolution? Non. Alors, au début, les variations, c'est plutôt le carburant de l'évolution. C'est ce que va utiliser l'évolution pour pouvoir avancer. Le moteur de l'évolution, initialement, c'est véritablement de la sélection. Et donc, par la sélection naturelle, on va avoir une sorte de tamis, et c'est contre-chaos. On a une uniformisation à une petite échelle. Ça, c'est ce qu'on pensait au sortir de la théorie de Darwin. Aujourd'hui, l'évolution, on en connaît beaucoup plus. Et il y a plusieurs mécanismes dans lesquels le chaos va véritablement être moteur d'évolution. La première, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. C'est un processus dans lequel, si vous avez une niche écologique, par exemple une île qui est envahie par une petite population, elle va, au final, initier une sorte de population source qui transmet des variations qui n'auront pas été sélectionnées par la sélection naturelle. Et donc ça, ce principe de dérive génétique, ça fait qu'on peut avoir des variations non sélectionnées et des caractéristiques. Nous, on a pas mal de caractéristiques de la population humaine, notamment parce qu'on est passé par ce qu'on appelle des goulots d'étranglement démographique, dans lequel pas mal de nos caractéristiques ne sont pas du tout avantageuses en termes de sélection, et pourtant, on fait évoluer notre espèce. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que quand on se reproduit, nous, pas comme des bactéries, je ne sais pas si vous le faites, mais voilà, peu de gens font juste une division. La plupart d'entre nous font de la sexualité. Je ne juge pas, mais bon. Ce qu'il faut savoir derrière ça, c'est que ça n'a pas vraiment de sens lorsque un organisme veut transmettre son patrimoine génétique. Au contraire, on aurait tendance à croire que on veut minimiser le brassage pour avoir le maximum d'informations qui passent à la génération d'après. Ça, on s'est aperçu que c'est vraiment, vraiment très, très mauvais pour pouvoir, à l'échelle d'une population, résister à certaines pressions évolutives, notamment les pathogènes. Et donc moi, je suis fan de parasites, je vous l'annonce tout de suite. Une des hypothèses et de théories qui entourent l'existence de la sexualité, c'est que c'est un mécanisme particulièrement efficace pour que des variants soient présents dans une population et survivent à des virus, à des bactéries. Pour résumer, on doit le sexe aux parasites. Et la dernière chose, il y a un autre principe qui est vraiment aussi fascinant, c'est qu'au cours de l'évolution, il y a même des mécanismes de bordel qui ont été acquis au cours de l'évolution pour mieux survivre. Il y a des bactéries, notamment, si vous les mettez plonger dans un milieu qui est non propice à leur reproduction,
dans leur matériel génétique, il y a notamment un système qu'on appelle le système SOS, et qui, au début, permet de dire, bon, alors là, je sens qu'il y a beaucoup d'agents qui perturbent mon ADN, des agents mutagènes. On va lutter contre et essayer d'avoir le matériel génétique le plus fidèle, en mettant énormément de protéines, de structures, de mécanismes, pour pouvoir protéger l'intégralité du génome. Et il y a un seuil au-delà desquels les bactéries disent bon, foutu pour foutu, on va foutre le sbeul dans le génome, on va se reproduire à donf, et peut-être que parmi nos variants, dans cette stratégie du tout pour le tout, il y en aura qui auront les variants, on va dire, efficaces pour pouvoir survivre au stress local qui a initié cette réponse SOS. Et dans le même style de force qui peut s'opposer, quand un hôte vraiment parasité par une quelconque forme de parasitisme, avec justement des ressources qui peuvent être prises du parasite par l'hôte, mais l'hôte peut aussi trouver une forme d'équilibre grâce au parasite. Il peut y avoir une véritable symbiose qui peut se faire de quelque chose qui semble être complètement chaotique, parce qu'on n'a pas forcément envie de se faire parasiter dans notre vie. Oui, il y a deux pendants à cette question. La première, c'est qu'est-ce que peut faire un hôte lorsqu'il est confronté avec des parasites qui menacent ce qu'on appelle en anglais la fitness, donc le succès reproductif et évolutif d'une souche. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait certains chercheurs qui considéraient que le sexe, c'était en réponse au parasitisme. C'est pas tiré de nulle part, et notamment, il y a des expériences qui ont été faites avec des petits vers, des vers minuscules qu'on appelle des vers nématodes. Ils font environ 900 cellules, c'est des animaux, et ces organismes-là, ils sont à 99,9% hermaphrodites, capables d'auto-reproduction, donc presque une forme de clonage. Et on s'est aperçu que si on mettait des bactéries pathogènes de ces vers, eh bien, le nombre de mâles, qui est 0,01%, augmente dans la population d'un coup, donc plus de sexe. Et cette pression pour une augmentation du nombre de mâles et plus de sexe entre hermaphrodites et mâles, ça aboutit à la génération de plus de variants qui, potentiellement, seront en retour résistants aux bactéries. Et ça, on est capable de le faire dans des expériences d'évolution expérimentale. C'est qu'on est capable de tester ce couple virulence-résistance des hôtes. Mais par contre, on a aussi énormément d'exemples, et cette fois-ci, en regardant à l'échelle de la diversité qu'on voit chez nous, organismes vivants, et notamment chez les animaux, quelles sont les situations dans lesquelles du parasitisme est devenu, au final, un symbiotisme mutualiste. Et notamment, nous, par exemple, on est essentiellement un bactérien. Alors, on ne sait pas si c'était des parasites, mais toute votre respiration dans votre cellule est due à des bactéries que vous avez dans vos cellules, ce qu'on appelle les mitochondries. Vous avez 2% de votre génome qui permet de construire vos protéines. Vous avez 8% qui est d'origine virale. Donc, vous avez 4 fois plus d'informations virales que d'informations pour pouvoir faire vos propres protéines de corps. Et tout ça, au final, on se porte plutôt bien, la plupart du temps. Et ça montre qu'on est dans une relation symbiotique. On a les vestiges de toute cette histoire évolutive de parasitisme. Pour les virus, c'est sûr, c'était des parasites. Et qui, au final, ont laissé des marques pas nécessairement néfastes. Il y a même certaines de ces marques qui ont conféré des avantages. Le placenta est une de ces structures qui permet de faire une interface entre le bébé et la maman, et où localement le système immunitaire ne peut pas être trop important. Eh bien, il y a des chercheurs qui ont découvert que c'est des particules virales qu'on appelle les syncytines, qui sont une partie intégrante de notre génome et qui permettent localement de diminuer l'immunité. Et donc, on peut voir justement le passage de parasitisme à bénéfice. Donc, il y a eu un véritable bénéfice évolutionnaire à ce brassage génétique qui semblerait chaotique. Voilà, exactement. Je pense qu'on peut résumer que le chaos, c'est bien à petite dose et petite échelle, et par contre, indispensable pour le vivant. Il y a par contre beaucoup d'études qui montrent qu'une instabilité génomique,
c'est pas quelque chose qui est fiable et viable pour la plupart des organismes vivants. On a quand même une tendance à rebraquer vers de la fidélité en termes d'information génétique chez la plupart des organismes vivants. Donc il y a vraiment cette opposition, une sorte de yin et yang évolutif entre chaos et entre guillemets harmonie, qui est indissociable de ce qu'on comprend de l'évolution des organismes vivants. Ce sont des phénomènes qui sont étudiés depuis de nombreuses années, notamment en biologie évolutionnaire. Il existe également des études en mathématiques et en physique autour de la théorie du chaos pour essayer de représenter un modèle mathématique du chaos, car c'est Sacha, notre chroniqueur au Labo des Savoirs, qui va nous expliquer, même si ça peut vous rappeler de mauvais souvenirs, parce qu'on va parler de maths et de physique, tu vas nous expliquer ce que c'est que cette fameuse théorie du chaos. Et oui, et pas d'équation promis. Alors, aux utopiales, littérature et cinéma obligent, on va user de métaphores. Vous connaissez sûrement l'effet papillon. On le résume souvent par la question suivante. Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? C'était en réalité le titre d'une conférence scientifique donnée par Edward Lorenz en 1972, même si ce titre n'a pas été écrit par lui, qui était météorologue de profession. Edward Lorenz, donc, est considéré comme le premier à avoir mis en évidence la théorie du chaos 9 ans auparavant, même si les prémices de la théorie sont en réalité apparues à la fin du siècle précédent dans les travaux du mathématicien Henri Poincaré. Mais passons ces points historiques. Alors, papillon, chaos, Quesaco. Pas de panique, je vous explique. La théorie du chaos, c'est une branche des mathématiques qui étudie les systèmes dynamiques extrêmement sensibles aux conditions initiales. C'est-à-dire qu'une infime variation dans les paramètres de départ suffit à donner des résultats très différents. Et tout ça, bien que les lois physiques restent déterministes. En gros, que les mêmes causes conduisent aux mêmes effets. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple concret dans lequel cette théorie s'applique pour qu'on y voit un petit peu plus clair? Comment est-ce que tu peux placer ça dans un dîner mondain ou une conversation, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, d'ailleurs, quand on ne sait pas de quoi discuter avec des gens, de quoi on parle généralement? De la météo. Eh bien oui, c'est ça, la météo, bien joué. De bouffe, moi. Peut-être la bouffe, il y aura peut-être des exemples. Mais en tout cas, la météo, c'est le système dynamique par excellence. Savoir le temps qu'il va faire, c'est un véritable défi chaotique. Et rappelez-vous, Lorenz, il est météorologue. Sans lui, Evelyne Delia et Catherine Laborde auraient présenté des cartes encore plus hasardeuses. Donc pour essayer d'illustrer ça autrement, on va faire une petite expérience de pensée. Imaginez une table de billard parfaitement plate, avec une boule blanche et une boule noire. Vous tirez doucement la boule blanche dans un angle précis vers la noire. Et hop, une bande et vous gagnez la partie. Maintenant, imaginez que vous reproduisez exactement le même mouvement avec une précision absolue. La boule blanche suit à nouveau le même chemin et la boule noire également. Mais maintenant, ajoutez un minuscule grain de poussière sur la table, quelque part sur le parcours. Ce grain est si léger que vous pourriez penser qu'il ne change rien. Pourtant, à chaque coup, cette infime différence dévie complètement la trajectoire. La boule blanche prend un chemin différent et vient cogner la boule noire qui prend une trajectoire imprévue et ne rentre plus dans le trou. Bon, bien qu'extrêmement simplifié ici, la théorie du chaos, c'est ça. Le fait qu'un grain de poussière, un changement dans les conditions initiales, vienne modifier la prédiction finale. C'est le fait qu'un papillon, en faisant varier la vitesse du vent par son battement d'ailes, puisse, de petit changement en petit changement, faire apparaître une tornade. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette théorie, comme le fait qu'en géométrie, les systèmes chaotiques peuvent être décrits à l'aide de formes fractales, des objets géométriques aux apparences psychédéliques qui se répètent à différentes échelles. On retrouve aussi celle-ci dans des applications très différentes, aussi bien en cryptographie pour générer des codes et sécuriser des données, ou en cardiologie pour étudier des rythmes cardiaques irréguliers. Et je voudrais terminer cette chronique en demandant à nos invités, donc peut-être à Pierre Kerner, est-ce que tu as des exemples d'applications en biologie de la théorie du chaos? Il y a une idée qui s'est dégagée sur la théorie du chaos. Je ne sais pas si elle a été intellectualisée par la personne qui l'avait faite. C'est de se demander si on pouvait récapituler l'évolution
Par exemple, la personne qui a fait ça, c'est Stephen Jay Gould, et dans son livre La vie est belle, il s'est demandé si on faisait rembobiner la cassette, c'est un vieil auteur, donc, voilà. Donc, si on rembobinait la cassette de l'évolution et qu'on rappuyait sur play, est-ce qu'on aboutirait systématiquement aux mêmes formes de vie? Et donc on n'a pas la réponse, hein, parce qu'on n'a pas trouvé la cassette. Voilà. Mais à part ça, ça reste quelque chose qui n'est pas consensuel. Il y a pas mal de chercheurs qui pensent que non, il n'y a pas de chemin, et il y a énormément de chaos, de contingences, qui fait que la diversité qu'on voit aujourd'hui est quasiment irreproductible. Et d'autres qui, en regardant notamment le fait qu'on trouve souvent des formes organismales similaires chez pas mal d'espèces, se disent en fait ce phénomène, ce qu'on appelle la convergence évolutive, laisse supposer qu'il y a peut-être dans un environnement à peu près équivalent des formes de vie, en tout cas ressemblantes à ce qu'on pourrait voir, et donc des insectes peut-être qui apparaîtraient systématiquement, des animaux qui volent avec des ailes, tels qu'on peut le voir chez les chauves-souris, les ptérodactyles, etc. C'est discutable, mais en tout cas, c'est une application de la théorie du chaos. Et merci Sacha merci pour cette chronique.
Vous venez d'écouter Rocket Science par Alt 236 et Al 9000. Le son des sciences au Labo des Savoirs. Donc on vient de voir que le chaos est parfois quelque chose de mesurable, que ce soit dans la théorie du chaos ou même quand on compte les populations de bactéries. Mais quand on perçoit, nous, le chaos en tant qu'humain et humaine, et même l'harmonie, on arrive tout de suite sur des notions un peu plus subjectives en fonction de notre expérience, de notre vécu. Toi qui étudies des œuvres qui semblent extrêmement torturées, complexes, on peut parler par exemple des œuvres de Giger qui est à l'origine du monstre d'Alien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'admirer un de ces tableaux, de ces illustrations, mais c'est très sombre, c'est très noir, ça semble chaotique, mais ça dépend des perceptions de chacun et de chacune, et quelque chose qui semble totalement désordonné, certains et certaines peuvent y voir quelque chose de équilibré et harmonieux. Oui, là on rejoint complètement la perception du chaos. Est-ce que tu le vois comme quelque chose de positif? Moi j'ai plein d'avantages au chaos et plein de gens vont le voir comme aussi une forme de destruction, de dépression. Enfin, quand on parle du chaos interne, c'est pas quelque chose qui est censé être vraiment forcément positif. Et pour parler des œuvres, moi j'avoue que je me suis un peu spécialisé dans l'analyse de choses assez dérangeantes. Et par dérangeante, il y a un peu l'idée de désordre, en tout cas de quelque chose qui correspond pas à ce qu'on aimerait trouver et qui va volontairement à sens inverse sur l'autoroute de l'harmonie, tu vois. Et pour autant, moi, c'est pour ça que je finis par remettre un peu en question l'idée de beauté, dans le sens où moi, par exemple, j'ai un amour incommensurable pour les tableaux de Bosch, que je trouve magnifiques et fantastiques, et en même temps, les représentations sont très dérangeantes, très cauchemardesques, etc. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui va être très différent pour les gens. Et moi, c'est vrai que le chaos, je le vois en art, en tout cas, comme une invitation, parce que on en reparlera un peu plus tard, on peut injecter du chaos dans une œuvre, mais moi j'ai plutôt tendance à penser que dès qu'une œuvre est sortie du giron de son auteur et qu'il l'offre au monde, quand bien même ce serait quelque chose où personne ne comprend rien, qui aurait l'air totalement chaotique, je suppose que pour la personne qui arrête la photo à ce moment-là précis, de dire c'est maintenant que je veux le partager, pour lui il y a une forme d'ordre. Voilà, moi je dirais que chacun voit le chaos à sa porte, entre guillemets, et que moi j'y vois une promesse d'une clé à trouver pour essayer d'y trouver peut-être ce que la personne qui nous l'a offert y a vu. Même dans la façon dont on peut narrer les choses, on parle des éléments perturbateurs également en narration. Parfois, il est bon d'introduire du chaos pour retrouver un équilibre. Élodie ? Je pense que ce soit en art comme en littérature, en fiction, c'est du chaos qu'on maîtrise en fait. C'est du chaos on donne une illusion du chaos, on prend ce chaos et on l'utilise comme outil narratif pour donner l'impression, que ce soit dans l'œil d'un spectateur qui regarde une œuvre d'art ou d'un lecteur, d'une lectrice qui va lire ce roman, c'est jamais laissé au hasard. Il y a un artiste, il y a un autoriste derrière qui a fait des choix, qui a créé cette histoire. Donc rigoureusement, c'est pas chaotique parce que c'est très ordonné de façon très consciente, mais avec l'idée de donner l'illusion du chaos et l'impression du chaos. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est pas du chaos authentique entre guillemets, c'est l'image du chaos qu'on essaie de reproduire et c'est très difficile de donner l'image du chaos en fait au final. Est-ce qu'on pourrait presque s'y plaire dans cette image du chaos, de sentir ce vertige, un peu ce tourbillon de ne pas forcément tout comprendre ou être un peu perturbé par les éléments pour au final retomber sur ses pattes, avoir une compréhension de ce tableau qu'on vient de regarder, de ce livre qu'on vient de lire, qui semblait absolument chaotique, mais dans lequel on a trouvé une forme de complaisance parce qu'on aime bien être ballotté, on aime ne pas comprendre finalement. Je pense que c'est une question de goût personnel, mais effectivement, j'ai en tête des histoires, notamment typiquement de Pratchett, où on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Et puis il arrive un moment dans l'histoire où il y a tout qui se connecte et tout fait sens. Et d'un coup, ça fait « Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il a mis tout ça. » Et jusque-là, on avait l'impression qu'il rajoutait des trucs un peu de façon au hasard, comme ça, juste c'est rigolo. Et à la fin, tout se connecte. Et c'est là, effectivement, tout l'artisanat de l'auteur, du créateur, de créer cette impression. On a l'impression que c'est le bordel, mais en fait, laissez-moi 30 secondes, je vais vous montrer que c'est pas tant le bordel que ça.
Ouais, moi je suis d'accord, il y a une satisfaction dans le fait d'apprivoiser un chaos initial, de se dire par mon cheminement dans cette œuvre, par quelque part ce que je vais mettre de moi dedans, mon envie de comprendre, d'enquêter presque. Parfois je vais pouvoir trouver à la fin de dire ce qui me semblait totalement non-sensique presque, en fait est très fort et a un vrai intérêt. Et on a en plus une sensation, nous, d'avoir avancé, d'avoir avancé avec l'œuvre, de l'avoir un peu dépassé. Et je dirais qu'en fait, en art, le chaos peut être soit représenté comme un outil scénaristique, c'est-à-dire que mon chaos, ma présence du mal, enfin tu peux le faire comme ça, mais tu peux aussi avoir un chaos de forme. Par exemple, quand je lis le Festin nu, par exemple, il y a un côté où il l'a écrit principalement sous opium, il ne se souvenait plus de l'avoir écrit. Enfin, il y a tout un truc où lui-même a été quand même dans une optique de chaos en l'écrivant, et pour autant, c'est très intéressant. Mais je suis obligé de constater qu'il y a une part de chaos qui a été un peu maîtrisée par l'auteur, mais il y a aussi un lâcher-prise. Et je dirais que c'est très compliqué quand tu es artiste, créateur, de mettre du véritable chaos et pour autant de garder une part de... Il y a par exemple Aphex Twin qui avait fait pas mal de tentatives avec des espèces de plugins algorithmiques, c'est-à-dire qu'il faisait des espèces de formules, après il mettait des sons dedans et il laissait la machine dans laquelle il avait dit fais-moi le plus de bordel possible, donner des choses. J'ai aussi un autre exemple d'Aphex Twin encore qui sur un maxi super qui s'appelle Window Leaker. Il y avait 3 sons dessus et il y a le son de la fin ou du milieu, je sais plus, qui est un truc totalement bruitiste. Et pendant plusieurs années, tout le monde s'est dit bon, c'est Aphex Twin qui fait ces trucs chelous et tout, alors que le reste était assez mélodique et tout. Donc voilà. Et en fait, des gens ont passé plusieurs années après dans un spectrogramme ce son. Donc c'est quelque chose qui transforme en onde un peu visuelle pour faire un son qui correspond à une image. Donc lui a juste mis le son sans dire l'image qu'il y avait dedans. Et quand on l'a passé dans le spectrogramme, au bout de 30 secondes, on voit la tête démoniaque d'Aphex Twin apparaître au truc. Donc ce qui était du total chaos sonore, auditif, en fait, avait pour lui un sens, un ordre, et qu'il attendait qu'on résolve. Donc il y avait aussi, est-ce que c'est un chaos qui cache une clé, ou est-ce que c'est un chaos totalement, alors pas nihiliste, mais en tout cas un véritable chaos. Et puis j'aurais aussi envie de citer par exemple le black metal, par exemple, pour prendre cet exemple-là, qui a quand même, qui est très vite parti dans une optique d'être à rebours de beaucoup d'attentes esthétiques. Par exemple, avoir un bon son, il y avait aussi pendant longtemps l'idée d'avoir le son le plus crade possible. Au niveau des chanteurs, il y en a vraiment qui ont essayé d'imiter des démons, des sons gutturaux, des sons de souffrance. Je pense aussi à la noise ou la large noise. Enfin, c'est des styles musicaux où en fait, il faut presque un amour du chaos, un amour du lâcher-prise, de se dire j'y vais pour justement ne plus rien comprendre, pour être face à une espèce de mur de vertige, d'incompréhension. Il y a quelque chose de très puissant, de très mystique là-dedans. En fait, on peut aussi le voir comme ça. Il y a quand même des moyens d'insérer du chaos plus ou moins contrôlé, et l'absence de sens peut être aussi quelque chose de fascinant en fait. Donc faut aussi accepter ça. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, quelque chose qui peut sembler très chaotique, où on aurait, à première vue, mis juste du bruit ou du désordre, ou quelque chose qui n'a pas de sens, va apporter de l'ordre, mais est-ce que le chaos de quelqu'un n'est pas finalement le point d'équilibre d'une autre personne ? Moi, j'ai une réponse plus de zoologue. Oui, vas-y, Elodie. Si on va dans une forêt, on va entendre beaucoup de bruits d'oiseaux divers et variés qui, pour nous, vont avoir l'air extrêmement chaotiques et désordonnés. Et qui, à l'oreille des oiseaux en question, c'est parfaitement clair ce qui se raconte. Et pour eux, c'est parfaitement limpide. Donc, c'est aussi une question du point de vue duquel on se place. Parce que c'est vrai qu'être humain, on n'a pas toutes les réponses. On n'a pas les capacités sensorielles pour tout comprendre. Et il y a des choses qui nous paraissent chaotiques, qui peuvent être, en réalité, si on se décale du bon point de vue, entre guillemets bon point de vue, mais du point de vue de la personne pour qui c'est destiné ce chaos, en fait, il a peut-être beaucoup de sens. Voilà, je pense que... Est-ce que ça fait partie aussi, peut-être, tu parles d'une forêt, voilà, où on entendrait des bruits d'oiseaux, où on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Donc, est-ce que le fait d'avoir peur ou qu'on soit confronté à de l'inconnu alimente aussi cette impression de chaos et de désordre, alors que d'un autre point de vue, ça semble totalement... cohérent et équilibré? Parfaitement, parce qu'effectivement, sur l'exemple des oiseaux, pour une personne qui n'est pas habituée à aller en forêt, qui n'est pas habituée qui connaît pas, une personne extrêmement citadine, par exemple, qui va aller en forêt, ça peut être un petit peu stressant, tous ces bruits, puis elle va se demander, est-ce qu'ils sont en train de se communiquer où je suis pour venir me manger? J'en sais rien. Alors que quand on connaît un peu la communication animale, on va entendre des bruits dans la forêt et on se dit c'est normal, là c'est un renard qui glapit, il cherche quelqu'un. Non, là ce que j'ai entendu, oui, c'est des loups qui sont en train de chanter ensemble. Non, ils sont pas en train de comploter contre moi. Donc oui, l'inconnu clairement génère aussi la crainte, l'incompréhension face au chaos, et connaître, même si on n'a pas les outils pour
pour savoir reconnaître exactement ce qu'ils sont en train de se chanter les oiseaux, savoir que les oiseaux sont en train de se raconter des choses en chantant les uns vers les autres, ça aide à faire sens de ce qui est en apparence du chaos, même pour nous qui ne pouvons pas traduire la chanson. Mais ce que je trouve fascinant dans ce que tu dis, c'est que ça sous-tendrait l'idée que ce qui nous apparaît comme chaos a un sens pour quelque chose supérieur. Je ne sais pas si c'est bon, mais pour un autre point de vue en tout cas. Et même le chaos de l'univers du Big Bang, on cherche toujours, mais on suppose que probablement il y a une forme de logique, en tout cas, on sait pas, mais tu vois, on recherche en tout cas un sens, ce qui est probablement pas le cas. Pour le coup, je vais dans un domaine où C'est un petit peu même le but de même, j'ai envie de te dire, la recherche scientifique, c'est est-ce qu'on n'essaye pas de trouver quelque chose de cohérent dans un cadre, en tout cas, tu vois, quelque chose. Cadre, une explication à quelque chose qui serait chaotique et désordonné. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont aucun sens en science Je pense, en fait. Et c'est très, très intéressant parce que moi, plus je travaille dans l'évolution, plus on a un cadre explicatif sur les formes qu'on a. Mais moi, c'est de plus en plus un what the fuck permanent, en fait. Parce que, je ne sais pas si vous regardez votre anatomie, elle n'a un sens que à travers le cours de l'évolution, d'une histoire évolutive. On est avec quand on est embryon, des branchies qui apparaissent puis qui sont résorbées, un petit bout de queue qui apparaît, hop, qui est résorbé, pour avoir un système digestif qui est une extension, qui a une extension qui forme les poumons. Je sais pas, donc si vous considérez vos poumons, c'est une partie de votre système digestif. Qui a fait ça? C'est n'importe quoi. Ça, c'est du chaos. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, par certains aspects, on peut se rendre compte de l'absurde du vivant, et qui est une forme de chaos que j'embrasse très très volontiers, et qui nous montre que en fait, parfois, les explications, c'est bien parce que ça nous apporte une sorte d'harmonie explicative, et d'autres où ça ne va pas du tout dans le même sens. Élodie ? Oui, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce développement embryonnaire complètement chaotique, ou même l'évolution qui peut avoir l'air chaotique, ça donne un résultat, une machine, des êtres vivants qui fonctionnent de façon assez fascinante et assez fonctionnelle. Et c'est marrant parce que de ce chaos, effectivement, développemental, on obtient un résultat qui n'est pas délirant, et c'est impressionnant. Jusqu'au jour où on s'étrangle parce qu'on a mangé un truc qui doit aller dans le système digestif et qui va dans les poumons. En fait, rien n'est optimisé non plus. Hein. Donc c'est ça qui est... C'est pas terrible. Ça marche, en effet, c'est très bien de le dire, ça marche, ça fonctionne, mais c'est du bricolage. Et qu'est-ce qu'on fait le jour où on est confronté à quelque chose qui n'est pas familier, comme ça peut être dans des œuvres d'art, quand on n'a pas l'habitude de voir certaines représentations chaotiques, dans la musique, où ce sont des assemblages de sons qui, pour vous, semblent du bruit, mais en fait, ça a totalement du sens, voire même une vie extraterrestre, une vie non terrienne, en éléments chaotiques. Je trouve que c'est pas mal. Élodie, c'est quelque chose que tu as exploré, ce lien avec tout ce qui n'est pas forcément du terrestre connu, et comment nous, humains et humaines, on aurait tendance à plus ou moins bien réagir à la présence d'une créature extraterrestre. On a, face à l'inconnu, pas toujours des réactions très constructives initialement. Je pense qu'il y a des raisons évolutives à ça, chez la nature humaine, à se méfier un petit peu de l'inconnu, parce que c'est un processus de survie. L'inconnu, ça peut être quelque chose de dangereux pour nous. Donc c'est bien d'être un petit peu prudent, un petit peu méfiant. Mais c'est très partagé pour beaucoup d'espèces animales, pas que l'espèce humaine. Après, c'est vrai que dans mon texte, du coup, on a l'humanité qui découvre cette espèce alien, et qui se pose pas beaucoup dont la seule question, ça va être vite de « Ah, c'est joli, c'est chouette », et puis après, ça nous fait un peu chier quand même. Voilà, donc mais ça parle plus de la nature humaine en tant que espèce qui se sent propriétaire des lieux et en droit de décider pour le reste du monde vivant. Et qui a du mal justement à partager ses ressources, à trouver une harmonie avec d'autres espèces animales. Et on n'a même pas forcément besoin de partir dans l'espace ou sur d'autres planètes, puisque même déjà sur Terre, on a du mal à être finalement en harmonie avec des espèces animales. Je pense au loup, par exemple, que tu as étudié. Oui, effectivement, il n'y a pas besoin de partir très loin, il suffit de rester en France. C'est un débat très très prégnant, le retour du loup en France là-dessus. Parce que historiquement, donc, le loup avait disparu, et donc toute la pastoralité des éleveurs en montagne s'est développée dans une montagne dénuée de prédateurs. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, chez nos voisins italiens. Et du coup, quand le loup est revenu, on a vraiment eu un gros problème au niveau d'état d'esprit de toute cette pastoralité
réalité, qui ne comprend pas pourquoi maintenant il faut que je partage l'espace. C'était ma montagne depuis des générations. Pourquoi je devrais m'emmerder à partager l'espace avec ce loup qui vient tuer mes bêtes? Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on compare beaucoup à la situation italienne, parce qu'en Italie, il y a une pastoralité montagnarde aussi, mais qui cohabite en fait depuis des générations avec le loup et qui s'est développée en fonction de cette cohabitation-là. Alors qu'en France, on a un petit peu du mal à avaler la pilule et de rajouter les adaptations qui sont nécessaires, qui marchent super bien quand on les fait correctement. Et est-ce que là, c'est vraiment dans la nature humaine cette nécessité de vouloir absolument apporter de l'ordre ou régir un système qui peut nous sembler chaotique? On en a discuté un petit peu auparavant, quelque chose qui peut nous sembler désordonné, par exemple sur un pack de loups, où on essaie de comprendre les interactions, les hiérarchies qui peuvent exister entre les loups. On essaie de leur donner une définition. Est-ce qu'on a vraiment besoin de essayer à notre échelle de tout comprendre, de tout ordonner? Et est-ce qu'on est juste capable de le faire, ou la plupart du temps on se trompe et on comprend très mal comment ça fonctionne? Alors, je pense que ce n'est pas forcément une volonté d'ordonner, je pense que une des caractéristiques de la nature humaine, c'est la curiosité. On est très curieux et on veut tout comprendre. Parfois, on pousse peut-être un peu trop loin la volonté de compréhension, mais on veut tout comprendre. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à étudier beaucoup de choses. Parfois de façon pas très intelligente. On a fait beaucoup de conneries dans le développement de la science, notamment en zoologie. On perturbait les systèmes, ou des observations pas très malines. Par exemple, les premières études sur la structure de la meute de loups ont été faites sur l'observation de loups en captivité. Voilà, loups en captivité assemblés là par l'homme un peu de façon random, et on en a tiré des conclusions en disant une meute de loups, ça s'organise comme ci, comme ça. Et puis 10, 15, 20 ans plus tard, on a été regarder des meutes dans la nature, et on s'est rendu compte que les observations en captivité, c'était une connerie absolue. Parce que c'est une structure contrainte par des conditions de vie qui leur ont été imposées. Ça fait des décennies qu'on n'arrive plus à déconstruire cette vision-là qui est passée dans le monde public. Parce que une meute de loups, c'est pas alpha, bêta, gamma et conneries comme ça, c'est une famille. Une meute de loups, c'est une famille. C'est des parents et c'est les petits de l'année précédente, c'est une famille. Mais c'est tellement ancré dans l'imaginaire populaire qu'on n'arrive pas à revenir dessus. Donc il y a surtout de la curiosité et on a du mal peut-être à mettre à jour des fois nos visions. C'est-à-dire que on avait cette vision de la meute, elle est comme ça, la meute de loups, et je pense que c'est très difficile pour beaucoup de personnes maintenant de remettre ça en question, de dire comment ça, non c'est comme ça, la meute de loups, c'est si, non c'est pas comme ça fait longtemps qu'on le sait, mais on n'arrive pas à convaincre les gens d'oublier la première idée qui était fausse. Quentin? Je voulais revenir quand même un instant sur l'inconnu tout à l'heure, qui est, en tout cas en ce qui me concerne, pour moi, le moteur le plus puissant de l'imaginaire, cette envie d'explorer, d'aller vers... alors peut-être derrière, effectivement, il faudrait réussir à sortir un peu du côté pionnier, de vouloir tout nommer, labelliser, parfois au mépris de ce qui était là avant nous. Mais pour autant, la promesse de l'inconnu, elle est incroyable. Et du coup, je pense que c'est un moteur énorme pour l'humain de se trouver face à des choses qu'il ne comprend pas, parce qu'il y a en creux la promesse de peut-être un jour comprendre, de nouveaux champs d'études, peut-être une compréhension plus grande de ce qu'on serait nous-mêmes. Et je voudrais recoller avec la question des extraterrestres, qui est aussi intéressante, parce que s'ils arrivaient sur notre planète, on pourrait quelque part estimer qu'on a une forme d'évolution plus évoluée que nous, puisqu'elle a réussi, elle, à résoudre cette fameuse question du voyage dans l'espace. Et donc on suppose que scientifiquement elle serait plus évoluée. Peut-être que si elle vient jusqu'à nous, elle a des choses à nous dire, que peut-être qu'elle nous a observés. Mais ils portent aussi un germe de la destruction. S'ils sont venus jusque-là, ils doivent avoir des armes pour nous anéantir. S'ils sont venus nous parler, c'est qu'ils savent qu'ils sont plus forts que nous. Enfin, tu vois, et je pense que malheureusement on leur enverrait des gros missiles d'abord. Il y a aussi une question de peur de l'inconnu, pour le coup, qui est aussi au moins aussi importante que l'excitation qu'il peut susciter, et où là, notre réflexe est peut-être plus un truc de protection et de laisser le chaos à distance, puisque le chaos suppose la fin de l'ordre qu'on a si difficilement réussi à installer dans notre vie ou mode d'organisation. Tu vois. Donc, ce côté de chaos destructif et de guerre, c'est quelque chose qui a été beaucoup exploré en science-fiction, même un petit peu trop. Il y a des mouvements plus optimistes de solarpunk, de hope-punk aussi, qui se montent de plus en plus pour avoir des alternatives à une espèce extraterrestre égale. On va se mettre dessus. Et c'est aussi des thématiques, Élodie, que tu apprécies, de trouver autre chose que la destruction, la guerre et le conflit. Peut-être trouver une harmonie justement avec d'autres espèces qui viennent d'ailleurs. Oui, je pense qu'il y a un gros biais quand on part du principe, on projette nous ce qu'on a en tant qu'être humain sur d'autres espèces aliens en disant ils vont forcément avoir des armes et vouloir nous faire la guerre, alors que ça pourrait être tout simplement des entités qui sont curieuses et scientifiques. Et c'est quelque chose que j'essaie effectivement d'explorer dans mon texte. La découverte de nouvelles espèces, de nouveaux mondes ne doit
n'a pas besoin d'être synonyme de destruction de cela, ou de guerre, si ce sont des espèces avec lesquelles on considère qu'il faut qu'on rentre en guerre. Et on peut peut-être juste... après, voilà, moi j'ai un abord de scientifique, hein, clairement, et de curiosité du monde et du vivant, mais juste être curieux, essayer d'en apprendre plus, d'essayer de les comprendre, et dans un monde idéal, d'arriver effectivement à cohabiter tous ensemble, à découvrir cette harmonie, et plus se dire chouette des nouveaux copains plutôt que chouette des gens avec qui se mettre sur la gueule. Et je pense, pour rebondir un instant, je suis complètement d'accord avec toi avec notre incapacité, non pas à penser des futurs meilleurs ou des utopies, mais c'est vrai que c'est très difficile de dire je vais vous raconter une histoire, tout se passe bien, il n'y a pas de méchants, c'est juste des gens qui sont heureux d'être ensemble. Et tu vois, alors bien sûr qu'on peut raconter des choses là-dedans, mais ça suppose, je pense, un effort d'imagination, d'aller trouver des problématiques, des enjeux là-dedans, et où peut-être par paresse, parfois, ou par aussi un système de production qui fait ok, ton film il parle de quoi, ouais, bon, enfin on se fait chier, moi je veux que ça parle de ça, enfin faut que ça marche aussi. Et du coup, peut-être qu'on s'emprisonne, tous les gens qui créent aussi peuvent s'emprisonner dans un biais un peu de négativité, de dire il faut que j'offre une sublimation de quelque chose de négatif pour voilà, alors que peut-être il existe, et c'est sûr, des moyens de faire vivre des choses très fortes avec quelque chose de positif qui nous donnera envie d'un futur meilleur. Mais évidemment que l'art a de l'influence sur les populations. Je dis souvent que Kurt Cobain a eu plus d'effet sur moi que Jean-François Copé, et c'est vrai, tu vois. Donc, on peut partir du principe que l'art a quand même une force sur nos perceptions, nos mentalités, les représentations, sur nos espoirs, les choses. Tiens, on l'a pensé, alors pourquoi pas essayer de le faire. Enfin, et il y a eu plein de choses dans l'histoire où je pense à Asimov, des choses comme ça, qui ont déjà un peu call en avant des choses qui pourraient arriver parce qu'il était à s'intéresser à la science, à la sociologie, à plein de trucs qui pouvaient peut-être... Voilà, comment est-ce qu'on pense un futur meilleur? Et au-delà de ça, j'irais même, peut-être, la vraie question, c'est qu'est-ce que regarde Elon Musk, tu vois? Et moi, j'ai une véritable tristesse à voir que c'est ce type qui incarne un Iron Man, un proto-fasciste de Wish. C'est déprimant, quoi. Et pour autant, il est adulé parce qu'il veut faire des implants, il veut nous emmener sur Mars. Est-ce que les gens, voilà, qui sont aptes à nous proposer des futurs meilleurs technologiques, financiers, c'est eux qui ont quand même quelque part des gros leviers de je pourrais agir sur les populations par telle ou telle décision, par telle ou telle promesse technologique, etc. Est-ce que c'est des philanthropes? Est-ce que c'est des gens sur qui on peut vraiment attendre un futur meilleur? Donc, il faudrait qu'on trouve un moyen que les gens qui font de l'argent s'intéressent à l'écologie. Ils voient un moyen très, très cynique de faire de l'argent. Si on arrive à faire ça, l'imaginaire peut nous changer, nous, en tant que population, en tant que rêve, en tant que... Il y a plein de choses où on le voit. Même, je trouve, les Utopiales est une expression de ça. Tu vois, comment est-ce qu'on pense entre la science et l'imaginaire, un futur meilleur? Comment est-ce qu'on fait discuter ces choses-là? Et ça, c'est vraiment une expression de ça. Mais est-ce que nous, on a autant de leviers qu'Elon Musk, tu vois? Donc, c'est aussi ça que je voudrais, c'est que peut-être on force ces gens-là ou qu'on soit plus dans une forme de rébellion vis-à-vis de certaines pratiques, et que peut-être on fasse plus entendre nos voix. Comment on fait pour que le capitalisme ne récupère pas chacune de nos tentatives de s'en extraire? Enfin, bon, il y a tout plein de questions, on va pas résoudre aujourd'hui. Le seul gars que je vois qui nous parle de SF tout le temps, il fait hyper flipper, quoi, tu vois. J'espère qu'on va trouver des alternatives dans ce chaos et dans ce bordel. On peut réfléchir aussi, par exemple, aux transformations du corps humain, de comment est-ce qu'on pourrait trouver une nouvelle harmonie dans le futur. Et c'est ce dont tu vas nous parler, Lila, pour ta chronique. Exactement. Je suis devant vous, blessée et infirme, pour vous parler de transhumanisme. Alors, le transhumanisme, c'est un mouvement culturel qui prône l'usage des sciences et des techniques pour améliorer la condition humaine. Donc, notamment par l'augmentation des capacités mentales ou physiques, que ce soit pour pallier des handicaps physiques ou guérir des maladies. Selon les partisans de ce mouvement, globalement, on pourrait utiliser la science pour augmenter l'homme. Et un usage avancé des nanotechnologies et surtout des biotechnologies pourrait rendre l'homme invulnérable, l'homme avec un grand H, voire immortel. Bon, évidemment, cette façon de penser, elle est basée sur la croyance que l'humain est dans sa phase intermédiaire de développement. Donc le post-humain posséderait des capacités basiques bien supérieures à celles qu'on possède actuellement. Donc le terme transhumanisme, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois en 1957 par Julian Huxley, le frère du célèbre Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Un tel mouvement, évidemment, s'est accompagné de vives réactions. Et évidemment, c'est notamment dans la littérature et les arts qu'on retrouve ça, dans les œuvres de SF, mais pas que. Le transhumanisme, c'est souvent vu comme une réponse parfois à un environnement chaotique, ou qui a été chaotique dans le passé. Donc, comme dans les romans, par exemple, du cycle de la culture de Ian Banks, qui montre une utopie qui est ultra scientifique, où le corps humain peut être littéralement customisable à volonté, et où littéralement tout va bien. Là, t'en parlais un peu, mais littéralement, dans le cycle de la culture, ça montre une parfaite utopie scientifique. Toutes les discriminations ont disparu parce que littéralement tout le monde peut customiser son corps. Les maladies n'existent plus, les handicaps n'existent plus. C'est un peu une dinguerie.
Mais évidemment, ça reste malheureusement une utopie et il faut abolir le capitalisme, c'est réel. Et notamment, d'ailleurs, dans le comics Transmétropolitan de Warren Ellis, on peut voir que le transhumanisme, parfois, ça donne naissance à une autre forme de chaos. Donc, c'est un avenir transhumanisme qui n'est ni positif ni négatif, où l'humain s'est juste adapté. Dans les 60 numéros du coup, de cette mini-série Transmétropolitan que je conseille, on suit les aventures d'un journaliste un peu déjanté qui est drogué aux substances étranges. Il évolue dans un univers où tous nos repères sont totalement bousculés. On y croise des humains augmentés qui sont bardés d'implants technologiques qui leur confèrent des qualités plutôt étranges. On y découvre surtout des transités à l'ADN mutant, parqués dans un quartier réservé qui revendique le droit à la différence et la liberté de travailler. Donc leur apparence est troublante, elle est plus tout à fait celle d'un membre de l'espèce humaine, et ils sont d'ailleurs discriminés pour ça. D'autres habitants de cet immense continuum urbain décident plus radicalement de couper carrément avec leur enveloppe corporelle pour charger leur âme dans le nuage et y vivre librement dans un univers numérique et immatériel. Donc il y a énormément de sous-genres de la science-fiction qui parlent de transhumanisme, en bien ou en mal d'ailleurs, surtout en mal. Notamment par exemple la hard SF, avec des films comme Matrix, Iron Man ou Looper. La science fantasy, avec notamment le roman Frankenstein de Mary Shelley, qui c'est totalement de la science-fiction, ou le film La Mouche. L'anticipation ou fiction spéculative avec des séries comme Black Mirror, le manga Gun ou Ghost in the Shell. Et la dystopie, donc avec évidemment le très célèbre Le Meilleur des Mondes, le film Bienvenue à Gattaca ou Metropolis. Donc le transhumanisme, ça fait parler. Ça me prendrait des heures pour vous dire tout ce que j'ai envie de dire. J'en garde un peu pour ma future chaîne YouTube. Mais je vous invite vraiment à checker les œuvres dont je viens de vous parler. Et j'en profite aussi pour faire la pub de la chaîne YouTube d'Al236, dont je suis extrêmement fan. Là, je fais genre, mais je suis vraiment comme un ouf. Voilà. Merci beaucoup, Lila. Toute dernière question avant de conclure cette émission qui a été très riche. Très rapidement, finalement, à la vue des discussions que l'on vient d'avoir concernant le chaos et l'harmonie, est-ce que finalement, on n'a pas forcément besoin du chaos pour la création? Est-ce qu'on peut penser une création sans chaos, sans dissonance, sans déséquilibre? Est-ce que c'est vraiment possible et si oui, dans quelle mesure? Élodie? Absolument pas, parce que les idées, elles naissent du chaos, en fait. On a des choses random qui pop et on se dit, tiens, c'est intéressant ça. Peut-être que je pourrais faire un texte là-dessus. Donc, clairement, c'est le chaos, c'est complètement le terreau de la créativité pour moi. Bah, moi, je te rejoins vachement là-dessus et j'aimerais bien en profiter pour préférer le terme de chaos au terme d'inspiration, que j'aime pas beaucoup, parce que je trouve qu'on nous vend l'inspiration comme une espèce de fluide magique qu'on arrivera à capter. Alors, qui arrive à capter ? Quand, pourquoi, etc. Et il y a un côté un peu magique qui élude complètement le travail de la personne qui crée et qui effectivement est de faire face à un chaos, mais qui pour le coup, moi j'entends aussi comme l'intégralité des possibles qui sont en train de vibrer tous en même temps. Et c'est impossible de le lire, c'est juste qu'est-ce que je vais prendre comme petit bout dans ce chaos, etc. Et aussi, est-ce que le chaos est nécessaire pour vivre? J'y entends aussi un peu un truc auquel je voudrais aussi un peu tordre le cou, c'est l'idée que si on entend le chaos comme quelque chose de négatif, qu'il faudrait une espèce de forme de souffrance, tu vois, pour créer, que quelque part l'artiste est celui qui arrive à transformer son chaos intérieur. Alors effectivement que bien sûr on va puiser en soi dans ces ténèbres pour les sublimer, etc. et qu'on est son meilleur sujet d'étude parfois pour construire des choses. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui créent, qui avec le temps, et là où je te rejoins, ont des processus de création très établis et avec voilà, des process, et d'autres qui vont vraiment, quand tu vois l'atelier de Bacon et l'atelier, je sais pas, d'un autre artiste, beaucoup, enfin tu vas voir des mondes entiers dans la face, dans le contexte même dans lequel ils se mettent pour créer. Et du coup, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, et je trouve ça beaucoup plus beau, de trouver des idées, c'est essayer de regarder, contempler son chaos intérieur et de dire, tiens, là, j'y vois quelque chose d'original, quelque chose de personnel, quelque chose qui peut être le germe de tout plein de choses. Donc voilà, je préfère regarder un code dont on extrait des choses que saisir un fluide divin. Je pense que c'est plus proche de ça, effectivement, la réalité. Par contre, pour venir, tu as quand même des gens, excuse-moi, qui, je voudrais pas dire, ouais, pour créer, il faut du chaos. Non, tu as des gens qui, le chaos, il vient dans ta jeunesse, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire, quelle est la voie que je vais choisir. Et peut-être qu'une fois que tu as choisi ton chemin, il y a des gens,
qui ont une pratique très monastique du travail, très ordonnée, justement avec il faut leur stylo 2B, j'écris entre 9h et 12h. Enfin, tu vois, t'as plein de moyens qui sont très loin du punk, qui prend sa gratte, on s'en fout, ça sonne, mon gars. Enfin, tu vois, tu vois bien, j'exagère, mais tu vois bien qu'il y a vraiment plein de façons d'aborder le rapport au chaos dans la création. Et je voudrais pas non plus faire une généralité et dire, bien sûr, on est tous des êtres chaotiques de ouf. Il y a des gens très ordonnés qui créent des choses fantastiques, mais ils ont trouvé une façon de dompter leur chaos qui leur convient et dans lequel ils ont un sillon à creuser, ça va aussi, quoi, tu vois. Pierre, pour terminer. Alors moi juste, à partir du moment où on évoque le chaos, je l'associe souvent aussi à l'absurde. Et pour moi, l'absurde, c'est du coup le plus grand domaine d'humour, le plus absolu que je kiffe. Genre sans chaos, il n'y aurait pas du Monty Python, il n'y aurait pas du Camoulox, et la vie serait moins belle, quoi. Merci beaucoup à Élodie Serrano, à Pierre Kerner et Quentin Breton pour avoir bien voulu participer à notre débat. Pour cette émission enregistrée en public lors du festival 2024 des Utopiales. Merci à toute l'équipe d'organisation du Café de la Cité qui nous accueille, de la Cité des Congrès et du comité éditorial. Merci également à Sacha et à Lila pour leur chronique très stimulante. Une émission que vous pourrez réécouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodesavoirs.fr et nos réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.